Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself? J'ai parcouru plus de 11 000 km pour explorer ce lieu qui déroute les archéologues depuis plus d'un siècle. Juste au sud de la Sicile, en plein cœur de la mer Méditerranée, l'archipel de Malte a eu une importance stratégique depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce petit territoire densément peuplé ne fait que 316 km². Mais c'est un lieu riche en mystères. L'archipel maltais ne contient pas moins de 7 structures mégalithiques, parmi lesquelles on trouve les plus grandes pierres dressées au monde. Aujourd'hui, les archéologues ont du mal à expliquer comment les anciens peuples, qui vivaient sur ces îles isolées, ont été capables d'accomplir de telles prouesses architecturales. Je suis donc ici pour découvrir s'il peut y avoir une explication que la science conventionnelle n'a pas encore explorée. Une explication qui pourrait avoir un lien avec des êtres géants, à un œil, les cyclopes. Dans l'épopée grecque l'Odyssée, écrite par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, le héros Ulysse rencontre un cyclope nommé Polyphème, une créature géante à un œil d'apparence humaine qui, d'après la légende, était le fils de Poséidon, le dieu des mers. Bien qu'Homère n'ait jamais précisé où vivait Polyphème, certains pensent que le monstre géant et d'autres de son espèce auraient résidé ici, au sein des structures mégalithiques de Malte. Pour débuter mon enquête, je vais aller examiner ce que l'on appelle les ornières de Malte, et que certains partisans de la théorie des anciens astronautes surnomment les géoglyphes de Nazca européens, car elles sont tout aussi mystérieuses. On trouve ces ornières ou énormes sillons creusés dans la pierre sur plus d'une centaine de sites maltais. Comme ici, à la baie de Saint-Georges, sur la côte sud-est. La théorie la plus répandue sur l'origine de ces étranges traces est que les roues de charrettes lourdement chargées auraient comprimé le calcaire sur une longue période. Mais pour que cette théorie soit vraie, les roues des charrettes devraient toutes être de la même taille et de la même largeur. Et elles devraient suivre exactement le même trajet à chaque fois, en ne déviant jamais, sans quoi elles ne formeraient pas des ornières aussi précises. Mais très franchement, je pense que cette théorie est absurde. En moyenne, ces ornières mesurent environ 4 pieds et 7 pouces de large, c'est-à-dire à peu près 1,40 m. Maintenant, voyons combien mesure celle-ci. Alors, elles sont un peu plus étroites. Ça fait exactement 1,32 m. Et d'un bout à l'autre, on est à 1,60 m. Donc, tout dépend de la largeur des traces. Par exemple, ici, elles font à peu près 9 cm. En fait, 8 cm ici. Et là-bas, on a 18 cm. Donc, si c'était juste une charrette, on pourrait supposer que la largeur serait la même partout. Alors comment ces sillons profonds et précis ont-ils été faits? Et pourquoi? Peut-être y a-t-il un lien entre ces mystérieuses traces et les légendes de géants vivant à Malte. Mais la façon dont ces sillons ont été faits n'est qu'une partie du mystère. Parce qu'on voit ici qu'ils vont directement dans la Méditerranée.
Les archéologues sont perplexes parce que des plongeurs ont déterminé que ces ornières allaient jusqu'à 42 mètres de profondeur dans la mer. L'un des sites se trouvant sur la côte ouest de Malte regroupe de très nombreuses ornières. Un touriste anglais l'a surnommé Clapham Junction, en référence à la grande gare londonienne du même nom. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Pour m'aider à trouver des réponses, j'ai donné rendez-vous à l'auteur Gordon Weston, qui a écrit un livre sur ces fameuses ornières en 2010. Gordon, nous sommes donc à Clapham Junction. Alors, je vous écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, vous avez la journée? Sans problème, oui. Pour résumer, on ne pourrait pas se servir d'une charrette ici. Elle finirait en morceaux. Les premiers chercheurs ont pensé à des véhicules qui raclaient la roche, parce que c'est ce qui semblait le plus probable. Ils ont étudié 3 véhicules. Le premier était un traîneau, certainement le plus vieux moyen de transport. Mais ils ont découvert que le traîneau se retrouvait coincé. Le deuxième véhicule qu'ils ont étudié s'appelle un travois. C'est ce que les Indiens des plaines utilisaient pour transporter leur tipi d'un camp à l'autre. Le problème, c'est que l'écartement des perches serait plus large que ces ornières. Le dernier véhicule s'appelle un slide car. C'est une plateforme de chargement avec 2 patins. C'est une idée farfelue et ridicule. Les expériences montrent que ça ne marche absolument pas. Gordon et moi partageons plusieurs théories sur l'origine et l'intérêt de ces ornières, allant de sentiers utilisés pour le transport de pierres mégalithiques à des canaux d'irrigation. Mais au final, chacune de ces théories est problématique. La science est inutile pour cette question. Aucune méthodologie ne peut être appliquée scientifiquement à ces ornières. Il est impossible qu'un bloc ait pu être transporté par un véhicule à l'époque où ces temples ont été construits. Le premier temple a été bâti en 3500 avant Jésus-Christ. Le véhicule à roues venait juste d'être inventé à l'époque. Il n'aurait pas existé à Malte. Malte était encore dans le néolithique à ce moment-là. La présence de ces ornières partout sur Malte est vraiment inexplicable. Et il y a un autre aspect que j'ai remarqué à la baie de Saint-Georges et qui m'intrigue encore plus. Dans la baie de Saint-Georges, qui se trouve à Birzebouja, il y a 2 ornières et elles vont directement dans la mer Méditerranée. C'est vrai, elles sont connues. C'est intéressant de voir que les ornières vont dans la mer. Il paraît même qu'elles ressortent de l'autre côté de la baie, mais maintenant ils ont construit par-dessus. Comment expliquer ça? Je suis de plus en plus convaincu que les gens qui vivaient sur Malte étaient beaucoup plus évolués technologiquement que ce que pensent la plupart des scientifiques. Mais qui étaient-ils? Et quel était leur lien avec ces légendes antiques décrivant de mystérieux géants à un œil? Je commence à croire que cet archipel a abrité une civilisation extrêmement évoluée. Une civilisation qui comprenait peut-être des extraterrestres. Je suis dans le village de Crendi, où j'ai rendez-vous avec Anthony Bonanno, un professeur d'archéologie et de littérature classique à l'université de Malte. Le professeur Bonanno est l'un des plus grands spécialistes des temples mégalithiques maltais. Et je suis ravi qu'il ait accepté de m'aider dans mon enquête. Avec un peu de chance, il pourra me permettre de découvrir si une espèce légendaire de créature à un œil, connue sous le nom de cyclope, a réellement existé ici. Et si ces géants pourraient avoir un lien avec des extraterrestres. Je voulais vous demander s'il y a des gens qui pensent que ces temples préhistoriques ont pu être bâtis par des géants. Oui, même dans le folklore maltais, les temples sont toujours associés aux géants. Il y a une légende selon laquelle les temples de Gigantia à Gozo auraient été construits par une géante. Vraiment? Oui. De quand datent ces structures mégalithiques, d'après vous? On peut seulement donner une fourchette, sûrement entre 3600 et 2500 avant Jésus-Christ.
Certains pensent qu'elle pourrait être plus ancienne. Si ce que dit le professeur Bonanno est juste, alors ces mégalithes maltais ont au moins 1000 ans de plus que la grande pyramide de Gizeh. Mais après avoir vu les mystérieuses ornières de Malte aller directement dans la mer, je pense qu'ils pourraient être encore plus anciens. Je trouverai peut-être plus d'indices sur le premier site que le professeur Bonanno veut me faire découvrir, les temples de Mnaïdra, situés sur la côte sud sauvage et isolée de Malte. Ce complexe est composé de 3 structures de pierre disposées selon un plan en trèfle, c'est-à-dire avec 3 chambres circulaires reliées. Malte est une île assez petite, et pourtant on y trouve une quantité impressionnante de temples mégalithiques. Pourquoi y a-t-il autant de temples préhistoriques sur une île aussi petite? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Généralement, il y a une forte concentration de temples quand il y a une sorte de rivalité interne qui alimente cette idée folle de construire un temple après l'autre. Idée folle, ça me plaît. Ces gens étaient obsédés par ces constructions. Ils devaient avoir une motivation inébranlable pour transporter toutes ces pierres, pour les mettre en place. Pensez-vous qu'ils ont construit cette structure dans un but astronomique, pour étudier les constellations? C'est un fait avéré que l'entrée est orientée vers le soleil levant lors des équinoxes. Et il y a aussi des alignements semblables au cours des solstices, où les rayons du soleil levant touchent la paroi de ces blocs. Dans son livre « Mnaïdra, un calendrier de pierre », le chercheur maltais Paul Micallef affirme que Mnaïdra a été construite autour de 10 200 avant Jésus-Christ. Il en est arrivé à cette conclusion car d'après l'inclinaison de la Terre à cette période, le matin du solstice d'été, un rayon de lumière aurait traversé l'entrée principale du temple de Mnaïdra et serait arrivé directement au centre d'un autel. Cela a pu être obtenu uniquement si le monolithe de Mnaïdra a été placé spécifiquement et précisément dans le but d'obtenir cet effet. Ce qui me fascine, c'est que l'on trouve des structures mégalithiques partout dans le monde. Et que la plupart ont été construites avec précision pour être alignées avec le soleil. En Macédoine, par exemple, un site archéologique appelé l'Observatoire Kokino est composé de 4 trônes de pierre au sommet d'une montagne positionnés pour repérer les solstices et les équinoxes. À Machu Picchu se trouve un temple de pierre avec 3 fenêtres trapézoïdales positionnées également pour être alignées avec le soleil lors des solstices et des équinoxes. Des légendes racontent qu'en regardant à travers ces fenêtres, l'esprit peut entrer en contact avec d'autres royaumes. Mais le lien le plus fascinant de tous se trouve peut-être sur la côte nord-ouest de la France, où le site de Karnak, composé de plus de 3000 pierres massives, s'aligne avec les solstices d'hiver et d'été. Et encore plus incroyable sont les légendes qui racontent que ces menhirs ont été placés là par des géants. Tout comme les légendes de Cyclope que l'on retrouve à Malte. Quels sont les plus gros blocs de pierre qui ont été trouvés ici? On trouve des pierres encore plus grosses qu'ici, notamment une à Adjar-In, dont le poids est estimé à environ 20 tonnes. Et il y en a une série de la même taille à Gigantia, sur l'île de Gozo. C'est ahurissant, vraiment incroyable. Ouais. Entre les ornières qui vont dans la mer et un temple mégalithique qui pourrait remonter à plus de 10 000 ans, je commence à voir comment Malte pourrait avoir un lien avec ces légendes de créatures géantes à un œil qu'on appelle Cyclope. Mais avant de tirer des conclusions, je dois rassembler plus de preuves. J'explore le petit archipel de Malte, à la recherche d'indices qui prouveraient que les légendaires Cyclopes
auraient pu vivre ici il y a plusieurs milliers d'années. Pour continuer mon enquête, le professeur Bodano m'emmène au temple de Hadjar-Im, qui contient ce qui pourrait être le plus grand monolithe de l'île. Que veut dire Hadjar-Im? Hadjar veut dire pierre, et im peut vouloir dire culte ou dressé. Donc pierre de culte ou pierre dressée. Comme celle-ci. Oui. C'est fou, elle est énorme. Ah oui, 3 mètres de haut par 6 mètres de large, et à peu près 1 mètre d'épaisseur. Ça fait environ 20 tonnes. Minimum. Minimum, oui. 20 tonnes. 20 000 kilos. C'est le poids de 16 voitures de taille moyenne. Je suis toujours fasciné par le fait que des monolithes gigantesques aient été érigés par différentes civilisations partout dans le monde. Par exemple, on trouve le site de Stonehenge en Angleterre, Karahounj dans le sud de l'Arménie, et même aussi loin que l'île de Pâques. Donc, on peut se demander comment et pourquoi des sociétés dites primitives ont érigé ces monolithes colossaux sans l'aide de machines sophistiquées. C'est incroyable. Donc c'est l'un des plus gros monolithes. Oui. Quand je vois ça, je me demande comment ils ont pu... Comment ils les ont transportés et comment ils les ont extraites, parce qu'ils ont dû les extraire. Et les mettre en place. Oui. À votre avis, comment ils les ont fait venir ici? On pense qu'elles ont été tirées sur un tapis de pierres roulantes. Tandis que certains archéologues pensent que ces énormes blocs de pierre étaient transportés des carrières jusqu'au temple à l'aide de charrettes qui suivaient le trajet des soi-disant ornières, d'autres pensent qu'ils étaient placés sur des boules de pierre et tirés jusqu'à l'endroit prévu. Mais même s'il est vrai que quelques pierres sphériques ont été trouvées près des temples mégalithiques de Malte, cela n'explique toujours pas pourquoi ces peuples ont choisi d'utiliser des blocs aussi énormes. Quand je vois ça, je me dis que ce bloc est vraiment colossal. Je ne sais pas si les sphères auraient pu supporter 20 tonnes. Parce qu'elles étaient en calcaire, non? La surface irrégulière expliquerait pourquoi il y avait des sphères de différentes tailles. Mais on n'a jamais découvert comment. Mais quand même, les traîner jusqu'ici, les soulever... En voilà un autre. On dirait un obélisque. Il fait entre 4,50 m et 5 mètres de haut. Je suis ébahi par la taille et la complexité de Hadjar-Im. Un monolithe de 5 mètres. Comment un peuple soi-disant primitif a pu déplacer quelque chose d'aussi énorme? Aujourd'hui, nous utiliserions des engins lourds ultra sophistiqués. Donc l'idée qu'un autre type de technologie ait été employée devient tout à fait plausible. Et le fait que ces structures soient aujourd'hui considérées comme des temples sous-entend un lieu de culte. Et qui vénérait-il? Les dieux. D'après moi, toute la question est là, car nous devons nous demander qui étaient ces dieux. Je voudrais vous montrer autre chose. D'accord. Je suis impatient de découvrir l'intérieur de Hadjar-Im, car j'ai entendu parler de quelque chose au sein de cette structure qui conduit certains partisans de la théorie des anciens astronautes à penser que ce temple remonte bien plus loin que 3600 avant Jésus-Christ. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait corroborer les preuves que j'ai déjà découvertes et qui indiqueraient la présence d'une civilisation sur Malte il y a environ 12 000 ans. Alors, après un long couloir couvert, on arrive dans une cour flanquée de 2 absides de chaque côté. Chaque abside est accessible par un hublot. Il y en a un là, et de l'autre côté, il y en a un autre, avec les habituels trous de cordage.
Et c'est à cet endroit que la célèbre Vénus de Malte, à peu près de cette taille, a été découverte. C'est là qu'elle a été découverte. Oui. D'accord. D'après le professeur Bonanno, de nombreux scientifiques pensent que la Vénus de Malte aurait approximativement 5000 ans. Mais je suis assez sceptique, parce que cette statuette en argile ressemble de manière frappante à une statuette que j'ai déjà vue et qui est beaucoup plus ancienne. En 1908, près de 70 ans après que la Vénus de Malte a été découverte, une statuette quasiment identique, surnommée la Vénus de Willendorf, a été trouvée en Autriche. Elle ressemble de façon troublante à la Vénus de Malte, tant par le sujet que par le style exagéré. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que les spécialistes estiment que la Vénus de Willendorf aurait au moins 25 000 ans. Cette découverte est absolument stupéfiante. Car si la Vénus de Malte remonte aussi à 25 000 ans, cela voudrait dire que toute la structure mégalithique de Hadjar-Im serait très probablement de la même période. Même si je dois encore trouver des preuves concrètes que les cyclopes ont réellement existé sur Malte, je vois de plus en plus d'indices qui suggèrent que ces incroyables structures sont bien plus anciennes que ce que pensent la plupart des archéologues. Mais qu'est-ce que cela implique? En 1902, un étrange temple souterrain baptisé l'hypogée de Al-Salfieni a été découvert à Malte. Les premières fouilles archéologiques sur le site ont mis au jour plus de 7000 squelettes. Et d'après un article du National Geographic Magazine de mai 1920, la plupart avaient, je cite, un crâne allongé. J'espère que Mario Cascia, l'un des responsables du musée Heritage Malta, pourra m'indiquer où sont les crânes aujourd'hui. Et s'il pourrait y avoir un lien avec ces mystérieuses légendes de cyclopes. En quoi cet endroit est unique au monde? Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sans réponse. Il n'y a aucun écrit dans notre préhistoire et rien qui pourrait nous donner des indications sur ce qui s'est passé ici. Au fil du temps, on a commencé à en savoir plus sur ce site et sur ce qui s'est passé sur tous les sites archéologiques de l'île. Il y a 33 autres sites mégalithiques à Malte, mais c'est le seul qui a été découvert sous terre. D'après la quantité d'ossements retrouvés, c'était un site funéraire et aussi un lieu de culte. Combien de restes humains ont été trouvés ici? On donne une estimation d'environ 7000 corps, mais évidemment, ça devait être beaucoup plus, parce que l'estimation a été calculée à partir d'un seul endroit. On pense que ces chambres funéraires étaient réutilisées. Ils retiraient les anciens ossements pour mettre des corps plus récents. Donc on sait que cet endroit était un lieu funéraire et que des milliers de cadavres ont été trouvés ici. Que sont devenus ces squelettes? Vous avez une idée d'où ils se trouvent aujourd'hui? Au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous été déplacés. C'est terrible que plus de 7000 squelettes antiques aient été soi-disant perdus. Mais j'ai eu l'occasion de voir une vieille photo de certains d'entre eux. Et ils semblaient effectivement avoir un crâne allongé, semblable à ceux qui ont été découverts en Égypte antique et même au Pérou. Par chance, quelques crânes qui ont été trouvés dans l'hypogée ont été envoyés au Musée national d'archéologie de Malte, peu de temps après leur découverte. En 1907, ils ont été exposés et ont fait sensation. De nombreux théoriciens pensaient qu'ils apportaient la preuve que les légendes de géants ayant vécu à Malte étaient vraies. Certains ont même émis l'hypothèse que les crânes étaient d'origine extraterrestre. J'ai vraiment hâte d'aller jeter un œil au musée d'archéologie de La Valette. Qui sait? Peut-être qu'ils accepteront de me montrer ces crânes.
Ah, regardez, c'est une maquette de l'hypogée. On peut voir à quel point ce complexe est vaste, avec des escaliers en colimaçon, plusieurs étages. Tout est taillé dans la roche. C'est vraiment impressionnant. C'est intéressant d'entendre différentes théories, mais une fois qu'on a une vue d'ensemble, on comprend que certaines hypothèses ne tiennent pas la route. C'est très très intéressant. Vous êtes Vanessa? Oui. Enchanté, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous en prie. C'est vraiment super. Le musée d'archéologie expose des artefacts intéressants, provenant des sites mégalithiques de Malte, notamment les restes de ce qui semble être une statue de femme géante, et même une tasse aux dimensions démesurées. Mais aujourd'hui, je suis là pour enquêter sur ces mystérieux crânes. J'étais à l'hypogée tout à l'heure, et ils m'ont conseillé de venir vous voir pour parler des crânes qui ont été trouvés là-bas. Est-ce que vous accepteriez de me les montrer? Oui, je vais vous les montrer dans mon bureau. C'est génial, merci. Quel privilège incroyable! Quand ces 11 crânes découverts dans l'hypogée ont été examinés en 1912, les spécialistes ont trouvé des différences significatives avec un crâne humain normal. C'est dingue. Ceci date de la période du Temple, c'est-à-dire il y a environ 5000 ans. Ils ont été découverts il y a un siècle. Quand on regarde la différence entre ce crâne et cela, on dirait qu'il a une forme allongée. Et il y a certaines civilisations, comme par exemple en Égypte antique ou au Pérou, où l'on trouve des crânes allongés. En 1928, 300 crânes allongés ont été découverts à Paracas, au Pérou. Et leur âge a été estimé à plus de 3000 ans. Aujourd'hui, les archéologues pensent que cette forme allongée était créée volontairement par les anciens peuples qui fixaient des planches autour de la tête des nouveau-nés pour donner une apparence de noblesse. Mais les partisans de la théorie des anciens astronautes ont une autre interprétation. Ils pensent que ces êtres au crâne allongé ont été créés pour imiter ou copier les soi-disant dieux. Comme vous le voyez, même à l'intérieur, il n'y a aucune trace de suture centrale. Oui, Il est complètement fusionné. c'est fascinant. Les os d'un crâne humain sont soudés entre eux par des sutures, des jointures qui se forment par ossification. La suture sagittale relie les os latéraux de la boîte crânienne. Cette suture est ouverte à la naissance et se ferme vers l'âge de 35 ans. Mais le crâne de l'hypogée ne semble pas avoir de suture sagittale. Comment est-ce possible? Et pourquoi? Ces crânes sont surnommés crânes allongés, sont remplis de plâtre si vous regardez à l'intérieur. Donc ils seraient fortement contaminés. Et ça ne vaut pas le coup de détruire des artefacts aussi uniques pour obtenir des données qui ne seraient pas fiables. Vanessa, c'était absolument fascinant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et s'il se passe quoi que ce soit avec ces crânes, tenez-moi au courant, hein. Je serais curieux d'en savoir plus. Je n'en reviens pas d'avoir vu ces crânes. Je suis sidéré qu'ils aient été découverts il y a un siècle et qu'ils n'aient pas encore été étudiés. Je sais que c'est de la spéculation, j'en suis conscient, mais et si ce que nous venons de voir était un crâne extraterrestre? Parce que cette suture manquante, c'est quand même très étrange. Pour approfondir le sujet, j'ai rendez-vous avec le professeur Hubert Zeitelmeier, le fondateur de Malta Discovery, la fondation pour la recherche préhistorique. Depuis plus de 20 ans, le professeur Zeitelmeier cherche des preuves de la présence d'anciens extraterrestres sur Malte.
Il m'accompagne pour la dernière étape de mon enquête, la tour des géants sur l'île de Gozo. Je suis vraiment content d'aller à Gozo, mais je voulais vous montrer les photos que j'ai prises de ces étranges crânes qui, apparemment, ont été trouvés dans l'hypogée il y a 100 ans. Regardez, ici, celui-là n'a pas de suture principale, qui traverse normalement l'arête du crâne. Félicitations. C'est incroyable que vous ayez pu voir ça. Vous êtes l'un des rares chanceux. Normalement, ils sont cachés au public. J'ai essayé de faire un test ADN, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'ils les cachent. Pensez-vous que ça pourrait être des extraterrestres? Ou bien que ce sont des hybrides? Des hybrides. Mi-humains, mi-extraterrestres, mais créés par les extraterrestres. Ils ont bien plus de 6000 ans. Vous pensez qu'ils datent de quand? Je dirais qu'on parle de 160 000 ans. D'après la forme étrange des crânes, le professeur Zeitelmayer pense qu'ils ont entre 100 000 et 200 000 ans, à l'époque où les premiers Homo sapiens se sont apparus. Et c'est aussi à cette période que de nombreux partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que des extraterrestres sont entrés pour la première fois en contact avec les hommes et qu'ils ont altéré le cours de l'histoire. Bien que ces crânes soient clairement trop petits pour appartenir à des géants comme les cyclopes, pourraient-ils représenter quelque chose d'encore plus profond? Pourraient-ils être les crânes d'anciens astronautes? C'est une enquête très intéressante. Qu'il y ait un rapport ou non avec des géants, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Regardez ces pierres. Le professeur Hubert Zeitelmayer et moi sommes arrivés sur l'île de Gozo pour explorer les temples de Gigantia. D'après la légende, Gigantia, ou la tour des géants, doit sa splendeur et son nom à la force d'une géante, prénommée Sun Suna. On raconte qu'elle portait des énormes blocs de roche sur ses épaules, tout en portant son bébé sous son bras, pendant qu'elle bâtissait cette structure. Au cours de ma visite au temple de Hadjarim, le professeur Bonanno a émis l'hypothèse que des pierres sphériques de calcaire auraient pu être utilisées pour déplacer les énormes blocs de pierre. Mais le professeur Zeitelmayer a une autre théorie. Une théorie que je n'avais jamais entendue auparavant. Il pense que ces boules de pierre étaient utilisées pour protéger les temples en cas de séisme. Donc, vous pensez que ces sphères étaient en fait utilisées pour maintenir les blocs de pierre en place? Oui. Parfois, il y a des trous dans le sol. Et il y a des sphères dont la taille correspond exactement à ces trous. D'accord. Ensuite, on a un demi-trou ici, un demi-trou là, et quand on les rejoint, en haut des blocs, il y a aussi des trous. On met les sphères dans les trous et ensuite on place le bloc du dessus. Et ça rentre. Voilà, donc ça tient. Ça ne peut plus tomber. Donc avec ce type de construction, les géants bâtissaient une structure pour l'éternité. Je trouve ça génial. Ça expliquerait à quoi servaient ces pierres sphériques. C'est une solution très ingénieuse à cette énigme. Tout comme certains gratte-ciel modernes sont construits sur des amortisseurs pour minimiser l'impact d'un séisme, le professeur Zeitelmayer pense que des trous ont été creusés au sommet et à la base de chaque monolithe pour y insérer une sphère de calcaire. Cela permettait aux blocs de glisser, de rouler, sans se séparer quand des secousses sismiques avaient lieu. Donc il est évident qu'ils avaient les connaissances pour bâtir ces structures. Et tout à coup, non seulement ils ont arrêté de construire dans ce style mégalithique, mais en plus, les connaissances semblent avoir été perdues.
À mon avis, les connaissances ont été perdues à cause du déluge, il y a 12 000 ans. Et après le déluge, ils n'avaient plus la technologie pour déplacer ces blocs de pierre. Je suis abasourdi par ce que le professeur Zeitelmayer vient de me dire. Et maintenant, je crois que je peux enfin établir le lien que je recherchais entre l'archipel de Malte et ces géants à un œil qu'on appelle cyclopes. Lors de ma visite au temple de Gigantia à Gozo, le professeur Hubert Zeitelmayer a émis l'hypothèse que les anciens habitants de Malte ont été décimés par un grand déluge. Le même déluge qui est décrit dans l'Ancien Testament. À mon avis, les connaissances ont été perdues à cause du déluge, parce que tous les gens intelligents ont été tués. Et si je me souviens bien, vous pensez que ce déluge ou ce cataclysme a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. C'était il y a combien de temps, d'après vous? Le déluge s'est produit il y a 12 000 ans. Et les scientifiques s'accordent à dire que la période glaciaire s'est brusquement arrêtée il y a environ 12 ou 11 000 ans. C'est pour ça que cette civilisation a subitement disparu, d'un seul coup. Et donc, tout ce qui a été fait après le déluge est d'un niveau très faible. Et c'est pour ça qu'on voit les différents styles de construction, parce qu'on a les blocs mégalithiques, et là on a de plus petites pierres, comme celle-ci. C'est très étrange, parce qu'on voit clairement les différents styles. Et les archéologues essaient de nous dire que les plus petites pierres ont été utilisées en premier, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Le style mégalithique est arrivé en premier, et tout ce qui a suivi après était beaucoup plus petit. On peut le voir sur de nombreux sites aux quatre coins du monde, où en bas, on trouve les blocs mégalithiques, et tout ce qui vient au-dessus sont des pierres beaucoup plus petites. C'est vrai. La théorie du professeur Zeitelmayer confirme mon idée que des civilisations ont vécu sur Malte il y a plus de 12 000 ans, avant l'époque du fameux déluge. Cela expliquerait pourquoi les ornières s'étendaient dans la mer. Parce qu'elles auraient été faites à une époque où le niveau des eaux à travers le monde était beaucoup plus bas. Et d'après la plupart des scientifiques, le niveau des mers était plus bas entre 10 000 et 11 000 avant Jésus-Christ, juste avant la fin de la dernière période glaciaire. Dans l'ancien texte hébreu connu sous le nom de livre d'Enoch, que certaines confessions chrétiennes considèrent comme une partie de la Bible, il est écrit que Dieu a créé un grand déluge pour éradiquer une espèce de géants appelés les Néphilim. Ces géants sont décrits comme des êtres étranges, la progéniture des rebelles ou anges déchus qui se sont accouplés avec des humaines. Et d'après la théorie des anciens astronautes, ces anges dont la Bible a fait souvent mention sont en fait des extraterrestres en chair et en os. Ce sont des informations très intéressantes. Maintenant, il faut que je les digère. C'était un honneur de vous écouter et d'entendre vos idées et vos théories. Parce que peu de gens parlent de ce dont vous parlez. Donc, merci beaucoup. C'est moi. Si les anciennes légendes sur les cyclopes vivant à Malte sont vraies, et étant donné que certains éléments indiquent qu'il y aurait eu une civilisation sur Malte il y a plus de 12 000 ans, alors il est possible que les Néphilim et les cyclopes soient une seule et même espèce. Des hybrides mi-hommes, mi-extraterrestres, qui ont vécu sur Terre avant l'époque du déluge. Je pense que Malte a encore d'innombrables secrets à nous révéler et beaucoup de choses à nous dire sur les origines extraterrestres de l'humanité. Mais en attendant, je continue mon périple à la recherche des extraterrestres.
Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself? Fortement contaminé. Et ça ne vaut pas le coup de détruire des artefacts aussi uniques pour obtenir des données qui ne seraient pas fiables. Vanessa, c'était absolument fascinant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et s'il se passe quoi que ce soit avec ces crânes, tenez-moi au courant, hein. Je serais curieux d'en savoir plus. Je n'en reviens pas d'avoir vu ces crânes. Je suis sidéré qu'ils aient été découverts il y a un siècle et qu'ils n'aient pas encore été étudiés. Je sais que c'est de la spéculation, j'en suis conscient, mais et si ce que nous venons de voir était un crâne extraterrestre? Parce que cette suture manquante, c'est quand même très étrange. Pour approfondir le sujet, j'ai rendez-vous avec le professeur Hubert Zeitelmeier, le fondateur de Malta Discovery, la fondation pour la recherche préhistorique. Depuis plus de 20 ans, le professeur Zeitelmeier cherche des preuves de la présence d'anciens extraterrestres sur Malte. Il m'accompagne pour la dernière étape de mon enquête, la tour des géants sur l'île de Gozo. Je suis vraiment content d'aller à Gozo, mais je voulais vous montrer les photos que j'ai prises de ces étranges crânes qui, apparemment, ont été trouvés dans l'hypogée il y a 100 ans. Regardez, ici, celui-là n'a pas de suture principale, qui traverse normalement l'arête du crâne. Félicitations. C'est incroyable que vous ayez pu voir ça. Vous êtes l'un des rares chanceux. Normalement, ils sont cachés au public. J'ai essayé de faire un test ADN, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'ils les cachent. Pensez-vous que ça pourrait être des extraterrestres? Ou bien que ce sont des hybrides? Des hybrides. Mi-humains, mi-extraterrestres, mais créés par les extraterrestres. Ils ont bien plus de 6000 ans. Vous pensez qu'ils datent de quand? Je dirais qu'on parle de 160 000 ans. D'après la forme étrange des crânes, le professeur Zeitelmeier pense qu'ils ont entre 100 000 et 200 000 ans, à l'époque où les premiers Homo sapiens se sont apparus. Et c'est aussi à cette période que de nombreux partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que des extraterrestres sont entrés pour la première fois en contact avec les hommes et qu'ils ont altéré le cours de l'histoire. Bien que ces crânes soient clairement trop petits pour appartenir à des géants comme les cyclopes, pourraient-ils représenter quelque chose d'encore plus profond? Pourraient-ils être les crânes d'anciens astronautes? C'est une enquête très intéressante. Qu'il y ait un rapport ou non avec des géants, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Regardez ces pierres. Le professeur Hubert Zeitelmeier et moi sommes arrivés sur l'île de Gozo pour explorer les temples de Gigantia. D'après la légende, Gigantia, ou la tour des géants, doit sa splendeur et son nom à la force d'une géante, prénommée Sunsuna. On raconte qu'elle portait les énormes blocs de roche sur ses épaules, tout en portant son bébé sous son bras, pendant qu'elle bâtissait cette structure. Au cours de ma visite au temple de Hadjarim, le professeur Bonanno a émis l'hypothèse que des pierres sphériques de calcaire auraient pu être utilisées pour déplacer les énormes blocs de pierre. Mais le professeur Zeitelmeier a une autre théorie. Une théorie que je n'avais jamais entendue auparavant. Il pense que ces boules de pierre étaient utilisées pour protéger les temples en cas de séisme.
Donc, vous pensez que ces sphères étaient en fait utilisées pour maintenir les blocs de pierre en place? Oui. Parfois, il y a des trous dans le sol. Et il y a des sphères dont la taille correspond exactement à ces trous. D'accord. Ensuite, on a un demi-trou ici, un demi-trou là, et quand on les rejoint, en haut des blocs, il y a aussi des trous. On met les sphères dans les trous et ensuite on place le bloc du dessus. Et ça rentre. Voilà, donc ça tient. Ça ne peut plus tomber. Donc avec ce type de construction, les géants bâtissaient une structure pour l'éternité. Je trouve ça génial. Ça expliquerait à quoi servaient ces pierres sphériques. C'est une solution très ingénieuse à cette énigme. Tout comme certains gratte-ciel modernes sont construits sur des amortisseurs pour minimiser l'impact d'un séisme, le professeur Zeitelmayer pense que des trous ont été creusés au sommet et à la base de chaque monolithe pour y insérer une sphère de calcaire. Cela permettait aux blocs de glisser, de rouler, sans se séparer quand des secousses sismiques avaient lieu. Donc il est évident qu'ils avaient les connaissances pour bâtir ces structures. Et tout à coup, non seulement ils ont arrêté de construire dans ce style mégalithique, mais en plus, les connaissances semblent avoir été perdues. À mon avis, les connaissances ont été perdues à cause du déluge, il y a 12 000 ans. Et après le déluge, ils n'avaient plus la technologie pour déplacer ces blocs de pierre. Je suis abasourdi par ce que le professeur Zeitelmayer vient de me dire. Et maintenant, je crois que je peux enfin établir le lien que je recherchais entre l'archipel de Malte et ces géants à un œil qu'on appelle cyclopes. Lors de ma visite au temple de Gigantia à Gozo, le professeur Hubert Zeitelmayer a émis l'hypothèse que les anciens habitants de Malte ont été décimés par un grand déluge. Le même déluge qui est décrit dans l'Ancien Testament. À mon avis, les ornières qui vont dans la mer et un temple mégalithique qui pourrait remonter à plus de 10 000 ans, je commence à voir comment Malte pourrait avoir un lien avec ces légendes de créatures géantes à un œil qu'on appelle cyclopes. Mais avant de tirer des conclusions, je dois rassembler plus de preuves. J'explore le petit archipel de Malte, à la recherche d'indices qui prouveraient que les légendaires cyclopes auraient pu vivre ici il y a plusieurs milliers d'années. Pour continuer mon enquête, le professeur Bodano m'emmène au temple de Hadjar-Im, qui contient ce qui pourrait être le plus grand monolithe de l'île. Que veut dire Hadjar-Im? Hadjar veut dire pierre, et im peut vouloir dire culte ou dressé. Donc pierre de culte ou pierre dressée. Comme celle-ci. Oui. C'est fou, elle est énorme. Ah oui, 3 mètres de haut par 6 mètres de large, et à peu près 1 mètre d'épaisseur. Ça fait environ 20 tonnes. Minimum. Minimum, oui. 20 tonnes. 20 000 kilos. C'est le poids de 16 voitures de taille moyenne. Je suis toujours fasciné par le fait que des monolithes gigantesques aient été érigés par différentes civilisations partout dans le monde. Par exemple, on trouve le site de Stonehenge en Angleterre, Karahounj dans le sud de l'Arménie, et même aussi loin que l'île de Pâques. Donc, on peut se demander comment et pourquoi des sociétés dites primitives ont érigé ces monolithes colossaux sans l'aide de machines sophistiquées. C'est incroyable. Donc c'est l'un des plus gros monolithes. Oui. Quand je vois ça, je me demande comment ils ont pu... Comment ils les ont transportés?
Et comment ils les ont extraites, parce qu'ils ont dû les extraire. Et les mettre en place. Oui. À votre avis, comment ils les ont fait venir ici? On pense qu'elles ont été tirées sur un tapis de pierres roulantes. Tandis que certains archéologues pensent que ces énormes blocs de pierre étaient transportés des carrières jusqu'au temple à l'aide de charrettes qui suivaient le trajet des soi-disant ornières, d'autres pensent qu'ils étaient placés sur des boules de pierre et tirés jusqu'à l'endroit prévu. Mais même s'il est vrai que quelques pierres sphériques ont été trouvées près des temples mégalithiques de Malte, cela n'explique toujours pas pourquoi ces peuples ont choisi d'utiliser des blocs aussi énormes. Quand je vois ça, je me dis que ce bloc est vraiment colossal. Je ne sais pas si les sphères auraient pu supporter 20 tonnes. Parce qu'elles étaient en calcaire, non? La surface irrégulière expliquerait pourquoi il y avait des sphères de différentes tailles. Mais on n'a jamais découvert comment. Mais quand même, les traîner jusqu'ici, les soulever... En voilà un autre. On dirait un obélisque. Il fait entre 4,50 m et 5 mètres de haut. Je suis ébahi par la taille et la complexité de Hadjar-Im. Un monolithe de 5 mètres. Comment un peuple soi-disant primitif a pu déplacer quelque chose d'aussi énorme? Aujourd'hui, nous utiliserions des engins lourds ultra sophistiqués. Donc l'idée qu'un autre type de technologie ait été employée devient tout à fait plausible. Et le fait que ces structures soient aujourd'hui considérées comme des temples sous-entend un lieu de culte. Et qui vénérait-il? Les dieux. D'après moi, toute la question est là, car nous devons nous demander qui étaient ces dieux. Je voudrais vous montrer autre chose. D'accord. Je suis impatient de découvrir l'intérieur de Hadjar-Im, car j'ai entendu parler de quelque chose au sein de cette structure qui conduit certains partisans de la théorie des anciens astronautes à penser que ce temple remonte bien plus loin que 3600 avant Jésus-Christ. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait corroborer les preuves que j'ai déjà découvertes et qui indiqueraient la présence d'une civilisation sur Malte il y a environ 12 000 ans. Alors, après un long couloir couvert, on arrive dans une cour flanquée de 2 absides de chaque côté. Chaque abside est accessible par un hublot. Il y en a un là, et de l'autre côté, il y en a un autre, avec les habituels trous de cordage. Et c'est à cet endroit que la célèbre Vénus de Malte, à peu près de cette taille, a été découverte. C'est là qu'elle a été découverte? Oui. D'accord. D'après le professeur Bonanno, de nombreux scientifiques pensent que la Vénus de Malte aurait approximativement 5000 ans. Mais je suis assez sceptique, parce que cette statuette en argile ressemble de manière frappante à une statuette que j'ai déjà vue et qui est beaucoup plus ancienne. En 1908, près de 70 ans après que la Vénus de Malte a été découverte, une statuette quasiment identique, surnommée la Vénus de Willendorf, a été trouvée en Autriche. Elle ressemble de façon troublante à la Vénus de Malte, tant par le sujet que par le style exagéré. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que les spécialistes estiment que la Vénus de Willendorf aurait au moins 25 000 ans. Cette découverte est absolument stupéfiante. Car si la Vénus de Malte remonte aussi à 25 000 ans, cela voudrait dire que toute la structure mégalithique de Hadjar-Im serait très probablement de la même période. Même si je dois encore trouver des preuves concrètes que les cyclopes ont réellement existé sur Malte, je vois de plus en plus d'indices qui suggèrent que ces incroyables structures sont bien plus anciennes que ce que pensent la plupart des archéologues. Mais qu'est-ce que cela implique?
être transportés par un véhicule à l'époque où ces temples ont été construits. Le premier temple a été bâti en 3500 avant Jésus-Christ. Le véhicule à roues venait juste d'être inventé à l'époque. Il n'aurait pas existé à Malte. Malte était encore dans le néolithique à ce moment-là. La présence de ces ornières partout sur Malte est vraiment inexplicable. Et il y a un autre aspect que j'ai remarqué à la baie de Saint-Georges et qui m'intrigue encore plus. Dans la baie de Saint-Georges, qui se trouve à Birzebouja, il y a 2 ornières et elles vont directement dans la mer Méditerranée. C'est vrai, elles sont connues. C'est intéressant de voir que les ornières vont dans la mer. Il paraît même qu'elles ressortent de l'autre côté de la baie, mais maintenant ils ont construit par-dessus. Comment expliquer ça? Je suis de plus en plus convaincu que les gens qui vivaient sur Malte étaient beaucoup plus évolués technologiquement que ce que pensent la plupart des scientifiques. Mais qui étaient-ils? Et quel était leur lien avec ces légendes antiques décrivant de mystérieux géants à un œil? Je commence à croire que cet archipel a abrité une civilisation extrêmement évoluée. Une civilisation qui comprenait peut-être des extraterrestres. Je suis dans le village de Krendi, où j'ai rendez-vous avec Anthony Bonanno, un professeur d'archéologie et de littérature classique à l'université de Malte. Le professeur Bonanno est l'un des plus grands spécialistes des temples mégalithiques maltais. Et je suis ravi qu'il ait accepté de m'aider dans mon enquête. Avec un peu de chance, il pourra me permettre de découvrir si une espèce légendaire de créature à un œil, connue sous le nom de cyclope, a réellement existé ici. Et si ces géants pourraient avoir un lien avec des extraterrestres. Je voulais vous demander s'il y a des gens qui pensent que ces temples préhistoriques ont pu être bâtis par des géants. Oui, même dans le folklore maltais, les temples sont toujours associés aux géants. Il y a une légende selon laquelle les temples de Gigantia, à Gozo, auraient été construits par une géante. Vraiment? Oui. De quand datent ces structures mégalithiques, d'après vous? On peut seulement donner une fourchette, sûrement entre 3600 et 2500 avant Jésus-Christ. Certains pensent qu'elles pourraient être plus anciennes. Si ce que dit le professeur Bonanno est juste, alors ces mégalithes maltais ont au moins 1000 ans de plus que la grande pyramide de Gizeh. Mais après avoir vu les mystérieuses ornières de Malte aller directement dans la mer, je pense qu'ils pourraient être encore plus anciens. Je trouverai peut-être plus d'indices sur le premier site que le professeur Bonanno veut me faire découvrir. Les temples de Mnaïdra, situés sur la côte sud sauvage et isolée de Malte. Ce complexe est composé de 3 structures de pierre disposées selon un plan en trèfle, c'est-à-dire avec 3 chambres circulaires reliées. Malte est une île assez petite, et pourtant on y trouve une quantité impressionnante de temples mégalithiques. Pourquoi y a-t-il autant de temples préhistoriques sur une île aussi petite? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Généralement, il y a une forte concentration de temples quand il y a une sorte de rivalité interne qui alimente cette idée folle de construire un temple après l'autre. Idée folle, ça me plaît. Ces gens étaient obsédés par ces constructions. Ils devaient avoir une motivation inébranlable pour transporter toutes ces pierres, pour les mettre en place. Pensez-vous qu'ils ont construit cette structure dans un but astronomique, pour étudier les constellations? C'est un fait avéré que l'entrée est orientée vers le soleil levant lors des équinoxes. Et il y a aussi des alignements semblables au cours des solstices, où les rayons du soleil levant touchent la paroi de ces blocs. Dans son livre « Mnaïdra, un calendrier de pierre », le chercheur maltais Paul Micallef affirme que Mnaïdra a été construite autour de 10 200 avant Jésus-Christ.
Il en est arrivé à cette conclusion car d'après l'inclinaison de la Terre à cette période, le matin du solstice d'été, un rayon de lumière aurait traversé l'entrée principale du temple de Mnaïdra et serait arrivé directement au centre d'un autel. Cela a pu être obtenu uniquement si le monolithe de Mnaïdra a été placé spécifiquement et précisément dans le but d'obtenir cet effet. Ce qui me fascine, c'est que l'on trouve des structures mégalithiques partout dans le monde. Et que la plupart ont été construites avec précision pour être alignées avec le soleil. En Macédoine, par exemple, un site archéologique appelé l'Observatoire Kokino est composé de 4 trônes de pierre, au sommet d'une montagne, positionnés pour repérer les solstices et les équinoxes. À Machu Picchu se trouve un temple de pierre, avec 3 fenêtres trapézoïdales positionnées également pour être alignées avec le soleil lors des solstices et des équinoxes. Des légendes racontent qu'en regardant à travers ces fenêtres, l'esprit peut entrer en contact avec d'autres royaumes. Mais le lien le plus fascinant de tous se trouve peut-être sur la côte nord-ouest de la France, où le site de Karnak, composé de plus de 3000 pierres massives, s'aligne avec les solstices d'hiver et d'été. Et encore plus incroyable sont les légendes qui racontent que ces menhirs ont été placés là par des géants. Tout comme les légendes de Cyclope que l'on retrouve à Malte. Quels sont les plus gros blocs de pierre qui ont été trouvés ici? On trouve des pierres encore plus grosses qu'ici, notamment une à Adjar-In, dont le poids est estimé à environ 20 tonnes. Et il y en a une série de la même taille à Gigantia, sur l'île de Gozo. C'est ahurissant, vraiment incroyable. Ouais. Entre les Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself? J'ai parcouru plus de 11 000 km pour explorer ce lieu qui déroute les archéologues depuis plus d'un siècle. Juste au sud de la Sicile, en plein cœur de la mer Méditerranée, l'archipel de Malte a eu une importance stratégique depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce petit territoire densément peuplé ne fait que 316 km². Mais c'est un lieu riche en mystères. L'archipel maltais ne contient pas moins de 7 structures mégalithiques, parmi lesquelles on trouve les plus grandes pierres dressées au monde. Aujourd'hui, les archéologues ont du mal à expliquer comment les anciens peuples, qui vivaient sur ces îles isolées, ont été capables d'accomplir de telles prouesses architecturales. Je suis donc ici pour découvrir s'il peut y avoir une explication que la science conventionnelle n'a pas encore explorée. Une explication qui pourrait avoir un lien avec des êtres géants, à un œil, les cyclopes. Dans l'épopée grecque l'Odyssée, écrite par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, le héros Ulysse rencontre un cyclope nommé Polyphème, une créature géante à un œil d'apparence humaine qui, d'après la légende, était le fils de Poséidon, le dieu des mers. Bien qu'Homère n'ait jamais précisé où vivait Polyphème, certains pensent que le monstre géant et d'autres de son espèce auraient résidé ici, au sein des structures mégalithiques de Malte. Pour débuter mon enquête, je vais aller examiner ce que l'on appelle les ornières de Malte, et que certains partisans de la théorie des anciens astronautes surnomment les géoglyphes de Nazca européens, car elles sont tout aussi mystérieuses.
On trouve ces ornières ou énormes sillons creusés dans la pierre sur plus d'une centaine de sites maltais. Comme ici, à la baie de Saint-Georges, sur la côte sud-est. La théorie la plus répandue sur l'origine de ces étranges traces est que les roues de charrette lourdement chargées auraient comprimé le calcaire sur une longue période. Mais pour que cette théorie soit vraie, les roues des charrettes devraient toutes être de la même taille et de la même largeur. Et elles devraient suivre exactement le même trajet à chaque fois, en ne déviant jamais, sans quoi elles ne formeraient pas des ornières aussi précises. Mais très franchement, je pense que cette théorie est absurde. En moyenne, ces ornières mesurent environ 4 pieds et 7 pouces de large, c'est-à-dire à peu près 1,40 m. Maintenant, voyons combien mesure celle-ci. Alors, elles sont un peu plus étroites. Ça fait exactement 1,32 m. Et d'un bout à l'autre, on est à 1,60 m. Donc, tout dépend de la largeur des traces. Par exemple, ici, elles font à peu près 9 cm. En fait, 8 cm ici. Et là-bas, on a 18 cm. Donc, si c'était juste une charrette, on pourrait supposer que la largeur serait la même partout. Alors, comment ces sillons profonds et précis ont-ils été faits? Et pourquoi? Peut-être y a-t-il un lien entre ces mystérieuses traces et les légendes de géants vivant à Malte. Mais la façon dont ces sillons ont été faits n'est qu'une partie du mystère. Parce qu'on voit ici qu'ils vont directement dans la Méditerranée. Les archéologues sont perplexes parce que des plongeurs ont déterminé que ces ornières allaient jusqu'à 42 mètres de profondeur dans la mer. L'un des sites se trouvant sur la côte ouest de Malte regroupe de très nombreuses ornières. Un touriste anglais l'a surnommé Clapham Junction, en référence à la grande gare londonienne du même nom. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Pour m'aider à trouver des réponses, j'ai donné rendez-vous à l'auteur Gordon Weston, qui a écrit un livre sur ces fameuses ornières en 2010. Gordon, nous sommes donc à Clapham Junction. Alors, je vous écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, vous avez la journée? Sans problème, oui. Pour résumer, on ne pourrait pas se servir d'une charrette ici. Elle finirait en morceaux. Les premiers chercheurs ont pensé à des véhicules qui raclaient la roche, parce que c'est ce qui semblait le plus probable. Ils ont étudié 3 véhicules. Le premier était un traîneau, certainement le plus vieux moyen de transport. Mais ils ont découvert que le traîneau se retrouvait coincé. Le deuxième véhicule qu'ils ont étudié s'appelle un travois. C'est ce que les Indiens des plaines utilisaient pour transporter leur tipi d'un camp à l'autre. Le problème, c'est que l'écartement des perches serait plus large que ces ornières. Le dernier véhicule s'appelle un slide car. C'est une plateforme de chargement avec 2 patins. C'est une idée farfelue et ridicule. Les expériences montrent que ça ne marche absolument pas. Gordon et moi partageons plusieurs théories sur l'origine et l'intérêt de ces ornières, allant de sentiers utilisés pour le transport de pierres mégalithiques à des canaux d'irrigation. Mais au final, chacune de ces théories est problématique. La science est inutile pour cette question. Aucune méthodologie ne peut être appliquée scientifiquement à ces ornières. Il est impossible qu'un bloc ait pu être... En 1902, un étrange temple souterrain baptisé l'hypogée de Al-Salflieni a été découvert à Malte. Les premières fouilles archéologiques sur le site ont mis au jour plus de 7000 squelettes. Et d'après un article du National Geographic Magazine de mai 1920, la plupart avaient, je cite, un crâne allongé. J'espère que Mario Cascia, l'un des responsables du musée Heritage Malta, pourra m'indiquer où sont les crânes aujourd'hui.
et s'il pourrait y avoir un lien avec ces mystérieuses légendes de Cyclope. En quoi cet endroit est unique au monde? Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sans réponse. Il n'y a aucun écrit dans notre préhistoire et rien qui pourrait nous donner des indications sur ce qui s'est passé ici. Au fil du temps, on a commencé à en savoir plus sur ce site et sur ce qui s'est passé sur tous les sites archéologiques de l'île. Il y a 33 autres sites mégalithiques à Malte, mais c'est le seul qui a été découvert sous terre. D'après la quantité d'ossements retrouvés, c'était un site funéraire et aussi un lieu de culte. Combien de restes humains ont été trouvés ici? On donne une estimation d'environ 7000 corps, mais évidemment, ça devait être beaucoup plus, parce que l'estimation a été calculée à partir d'un seul endroit. On pense que ces chambres funéraires étaient réutilisées. Ils retiraient les anciens ossements pour mettre des corps plus récents. Donc on sait que cet endroit était un lieu funéraire et que des milliers de cadavres ont été trouvés ici. Que sont devenus ces squelettes? Vous avez une idée d'où ils se trouvent aujourd'hui? Au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tous été déplacés. C'est terrible que plus de 7000 squelettes antiques aient été soi-disant perdus. Mais j'ai eu l'occasion de voir une vieille photo de certains d'entre eux. Et ils semblaient effectivement avoir un crâne allongé, semblable à ceux qui ont été découverts en Égypte antique et même au Pérou. Par chance, quelques crânes qui ont été trouvés dans l'hypogée ont été envoyés au Musée national d'archéologie de Malte, peu de temps après leur découverte. En 1907, ils ont été exposés et ont fait sensation. De nombreux théoriciens pensaient qu'ils apportaient la preuve que les légendes de géants ayant vécu à Malte étaient vraies. Certains ont même émis l'hypothèse que les crânes étaient d'origine extraterrestre. J'ai vraiment hâte d'aller jeter un œil au musée d'archéologie de La Valette. Qui sait? Peut-être qu'ils accepteront de me montrer ces crânes. Ah, regardez, c'est une maquette de l'hypogée. On peut voir à quel point ce complexe est vaste, avec des escaliers en colimaçon, plusieurs étages. Tout est taillé dans la roche. C'est vraiment impressionnant. C'est intéressant d'entendre différentes théories, mais une fois qu'on a une vue d'ensemble, on comprend que certaines hypothèses ne tiennent pas la route. C'est très très intéressant. Vous êtes Vanessa? Oui. Enchanté, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous en prie. C'est vraiment super. Le musée d'archéologie expose des artefacts intéressants, provenant des sites mégalithiques de Malte, notamment les restes de ce qui semble être une statue de femme géante, et même une tasse aux dimensions démesurées. Mais aujourd'hui, je suis là pour enquêter sur ces mystérieux crânes. J'étais à l'hypogée tout à l'heure, et ils m'ont conseillé de venir vous voir pour parler des crânes qui ont été trouvés là-bas. Est-ce que vous accepteriez de me les montrer? Oui, je vais vous les montrer dans mon bureau. C'est génial, merci. Quel privilège incroyable! Quand ces 11 crânes découverts dans l'hypogée ont été examinés en 1912, les spécialistes ont trouvé des différences significatives avec un crâne humain normal. C'est dingue. Ceci date de la période du Temple, c'est-à-dire il y a environ 5000 ans. Ils ont été découverts il y a un siècle. Quand on regarde la différence entre ce crâne et cela, on dirait qu'il a une forme allongée. Et il y a certaines civilisations, comme par exemple en Égypte antique ou au Pérou, où l'on trouve des crânes allongés. En 1928,
300 crânes allongés ont été découverts à Paracas, au Pérou. Et leur âge a été estimé à plus de 3000 ans. Aujourd'hui, les archéologues pensent que cette forme allongée était créée volontairement par les anciens peuples qui fixaient des planches autour de la tête des nouveau-nés pour donner une apparence de noblesse. Mais les partisans de la théorie des anciens astronautes ont une autre interprétation. Ils pensent que ces êtres au crâne allongé ont été créés pour imiter ou copier les soi-disant dieux. Comme vous le voyez, même à l'intérieur, il n'y a aucune trace de suture centrale. Oui, Il est complètement fusionné. c'est fascinant. Les os d'un crâne humain sont soudés entre eux par des sutures, des jointures qui se forment par ossification. La suture sagittale relie les os latéraux de la boîte crânienne. Cette suture est ouverte à la naissance et se ferme vers l'âge de 35 ans. Mais le crâne de l'hypogée ne semble pas avoir de suture sagittale. Comment est-ce possible? Et pourquoi? Ces crânes sont surnommés crânes allongés, sont remplis de plâtre si vous regardez à l'intérieur. Donc il serait... Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science? Have you ever explored the space inside of yourself? J'ai parcouru plus de 11 000 km pour explorer ce lieu qui déroute les archéologues depuis plus d'un siècle. Juste au sud de la Sicile, en plein cœur de la mer Méditerranée, l'archipel de Malte a eu une importance stratégique depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce petit territoire densément peuplé ne fait que 316 km². Mais c'est un lieu riche en mystères. L'archipel maltais ne contient pas moins de 7 structures mégalithiques, parmi lesquelles on trouve les plus grandes pierres dressées au monde. Aujourd'hui, les archéologues ont du mal à expliquer comment les anciens peuples, qui vivaient sur ces îles isolées, ont été capables d'accomplir de telles prouesses architecturales. Je suis donc ici pour découvrir s'il peut y avoir une explication que la science conventionnelle n'a pas encore explorée. Une explication qui pourrait avoir un lien avec des êtres géants, à un œil, les cyclopes. Dans l'épopée grecque l'Odyssée, écrite par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, le héros Ulysse rencontre un cyclope nommé Polyphème, une créature géante à un œil d'apparence humaine qui, d'après la légende, était le fils de Poséidon, le dieu des mers. Bien qu'Homère n'ait jamais précisé où vivait Polyphème, certains pensent que le monstre géant et d'autres de son espèce auraient résidé ici, au sein des structures mégalithiques de Malte. Pour débuter mon enquête, je vais aller examiner ce que l'on appelle les ornières de Malte, et que certains partisans de la théorie des anciens astronautes surnomment les géoglyphes de Nazca européens, car elles sont tout aussi mystérieuses. On trouve ces ornières ou énormes sillons creusés dans la pierre sur plus d'une centaine de sites maltais. Comme ici, à la baie de Saint-Georges, sur la côte sud-est. La théorie la plus répandue sur l'origine de ces étranges traces est que les roues de charrette lourdement chargées auraient comprimé le calcaire sur une longue période. Mais pour que cette théorie soit vraie, les roues des charrettes devraient toutes être de la même taille et de la même largeur.
Et elles devraient suivre exactement le même trajet à chaque fois, en ne déviant jamais, sans quoi elles ne formeraient pas des ornières aussi précises. Mais très franchement, je pense que cette théorie est absurde. En moyenne, ces ornières mesurent environ 4 pieds et 7 pouces de large, c'est-à-dire à peu près 1,40 m. Maintenant, voyons combien mesure celle-ci. Alors, elles sont un peu plus étroites. Ça fait exactement 1,32 m. Et d'un bout à l'autre, on est à 1,60 m. Donc, tout dépend de la largeur des traces. Par exemple, ici, elles font à peu près 9 cm. En fait, 8 cm ici. Et là-bas, on a 18 cm. Donc, si c'était juste une charrette, on pourrait supposer que la largeur serait la même partout. Alors, comment ces sillons profonds et précis ont-ils été faits? Et pourquoi? Peut-être y a-t-il un lien entre ces mystérieuses traces et les légendes de géants vivant à Malte. Mais la façon dont ces sillons ont été faits n'est qu'une partie du mystère. Parce qu'on voit ici qu'ils vont directement dans la Méditerranée. Les archéologues sont perplexes parce que des plongeurs ont déterminé que ces ornières allaient jusqu'à 42 mètres de profondeur dans la mer. L'un des sites se trouvant sur la côte ouest de Malte regroupe de très nombreuses ornières. Un touriste anglais l'a surnommé Clapham Junction, en référence à la grande gare londonienne du même nom. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Pour m'aider à trouver des réponses, j'ai donné rendez-vous à l'auteur Gordon Weston, qui a écrit un livre sur ces fameuses ornières en 2010. Gordon, nous sommes donc à Clapham Junction. Alors, je vous écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, vous avez la journée? Sans problème, oui. Pour résumer, on ne pourrait pas se servir d'une charrette ici. Elle finirait en morceaux. Les premiers chercheurs ont pensé à des véhicules qui raclaient la roche, parce que c'est ce qui semblait le plus probable. Ils ont étudié 3 véhicules. Le premier était un traîneau, certainement le plus vieux moyen de transport. Mais ils ont découvert que le traîneau se retrouvait coincé. Le deuxième véhicule qu'ils ont étudié s'appelle un travois. C'est ce que les Indiens des plaines utilisaient pour transporter leurs tipis d'un camp à l'autre. Le problème, c'est que l'écartement des perches serait plus large que ces ornières. Le dernier véhicule s'appelle un slide car. C'est une plateforme de chargement avec 2 patins. C'est une idée farfelue et ridicule. Les expériences montrent que ça ne marche absolument pas. Gordon et moi partageons plusieurs théories sur l'origine et l'intérêt de ces ornières, allant de sentiers utilisés pour le transport de pierres mégalithiques à des canaux d'irrigation. Mais au final, chacune de ces théories est problématique. La science est inutile pour cette question. Aucune méthodologie ne peut être appliquée scientifiquement à ces ornières. Il est impossible qu'un bloc ait pu être transporté par un véhicule à l'époque où ces temples ont été construits. Le premier temple a été bâti en 3500 avant Jésus-Christ. Le véhicule à roues venait juste d'être inventé à l'époque. Il n'aurait pas existé à Malte. Malte était encore dans le néolithique à ce moment-là. La présence de ces ornières partout sur Malte est vraiment inexplicable. Et il y a un autre aspect que j'ai remarqué à la baie de Saint-Georges et qui m'intrigue encore plus. Dans la baie de Saint-Georges, qui se trouve à Birzebouja, il y a 2 ornières et elles vont directement dans la mer Méditerranée. C'est vrai, elles sont connues. C'est intéressant de voir que les ornières vont dans la mer. Il paraît même qu'elles ressortent de l'autre côté de la baie, mais maintenant ils ont construit par-dessus. Comment expliquer ça? Je suis de plus en plus convaincu que les gens qui vivaient sur Malte étaient beaucoup plus évolués technologiquement que ce que pensent la plupart des scientifiques. Mais qui étaient-ils?
Et quel était leur lien avec ces légendes antiques décrivant de mystérieux géants à un œil? Je commence à croire que cet archipel a abrité une civilisation extrêmement évoluée. Une civilisation qui comprenait peut-être des extraterrestres. Je suis dans le village de Crendy, où j'ai rendez-vous avec Anthony Bonanno, un professeur d'archéologie et de littérature classique à l'Université de Malte. Le professeur Bonanno est l'un des plus grands spécialistes des temples mégalithiques maltais. Et je suis ravi qu'il ait accepté de m'aider dans mon enquête. Avec un peu de chance, il pourra me permettre de découvrir si une espèce légendaire de créature à un œil, connue sous le nom de cyclope, a réellement existé ici. Et si ces géants pourraient avoir un lien avec des extraterrestres. Je voulais vous demander s'il y a des gens qui pensent que ces temples préhistoriques ont pu être bâtis par des géants. Oui, même dans le folklore maltais, les temples sont toujours associés aux géants. Il y a une légende selon laquelle les temples de Gigantia à Gozo auraient été construits par une géante. Vraiment? Oui. De quand datent ces structures mégalithiques, d'après vous? On peut seulement donner une fourchette, sûrement entre 3600 et 2500 avant Jésus-Christ. Certains pensent qu'elles pourraient être plus anciennes. Si ce que dit le professeur Bonanno est juste, alors ces mégalithes maltais ont au moins 1000 ans de plus que la grande pyramide de Gizeh. Mais après avoir vu les mystérieuses ornières de Malte aller directement dans la mer, je pense qu'ils pourraient être encore plus anciens. Je trouverai peut-être plus d'indices sur le premier site que le professeur Bonanno veut me faire découvrir. Les temples de Mnaïdra, situés sur la côte sud sauvage et isolée de Malte. Ce complexe est composé de 3 structures de pierre disposées selon un plan en trèfle, c'est-à-dire avec 3 chambres circulaires reliées. Malte est une île assez petite, et pourtant on y trouve une quantité impressionnante de temples mégalithiques. Pourquoi y a-t-il autant de temples préhistoriques sur une île aussi petite? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Généralement, il y a une forte concentration de temples quand il y a une sorte de rivalité interne qui alimente cette idée folle de construire un temple après l'autre. Idée folle, ça me plaît. Ces gens étaient obsédés par ces constructions. Ils devaient avoir une motivation inébranlable pour transporter toutes ces pierres, pour les mettre en place. Pensez-vous qu'ils ont construit cette structure dans un but astronomique, pour étudier les constellations? C'est un fait avéré que l'entrée est orientée vers le soleil levant lors des équinoxes. Et il y a aussi des alignements semblables au cours des solstices, où les rayons du soleil levant touchent la paroi de ces blocs. Dans son livre « Mnaïdra, un calendrier de pierre », le chercheur maltais Paul Micallef affirme que Mnaïdra a été construite autour de 10 200 avant Jésus-Christ. Il en est arrivé à cette conclusion car d'après l'inclinaison de la Terre à cette période, le matin du solstice d'été, un rayon de lumière aurait traversé l'entrée principale du temple de Mnaïdra et serait arrivé directement au centre d'un autel. Cela a pu être obtenu uniquement si le monolithe de Mnaïdra a été placé spécifiquement et précisément dans le but d'obtenir cet effet. Ce qui me fascine, c'est que l'on trouve des structures mégalithiques partout dans le monde. Et que la plupart ont été construites avec précision pour être alignées avec le soleil. En Macédoine, par exemple, un site archéologique appelé l'Observatoire Kokino est composé de 4 trônes de pierre, au sommet d'une montagne, positionnés pour repérer les solstices et les équinoxes. À Machu Picchu se trouve un temple de pierre,
avec 3 fenêtres trapézoïdales positionnées également pour être alignées avec le Soleil lors des solstices et des équinoxes. Des légendes racontent qu'en regardant à travers ces fenêtres, l'esprit peut entrer en contact avec d'autres royaumes. Mais le lien le plus fascinant de tous se trouve peut-être sur la côte nord-ouest de la France, où le site de Carnac, composé de plus de 3000 pierres massives, s'aligne avec les solstices d'hiver et d'été. Et encore plus incroyable sont les légendes qui racontent que ces menhirs ont été placés là par des géants. Tout comme les légendes de Cyclope que l'on retrouve à Malte. Quels sont les plus gros blocs de pierre qui ont été trouvés ici? On trouve des pierres encore plus grosses qu'ici, notamment une à Adjar-Im, dont le poids est estimé à environ 20 tonnes. Et il y en a une série de la même taille à Gigantia, sur l'île de Gozo. C'est ahurissant, vraiment incroyable. Oui. Entre les ornières qui vont dans la mer et un temple mégalithique qui pourrait remonter à plus de 10 000 ans, je commence à voir comment Malte pourrait avoir un lien avec ces légendes de créatures géantes à un œil qu'on appelle Cyclope. Mais avant de tirer des conclusions, je dois rassembler plus de preuves. J'explore le petit archipel de Malte, à la recherche d'indices qui prouveraient que les légendaires cyclopes auraient pu vivre ici il y a plusieurs milliers d'années. Pour continuer mon enquête, le professeur Bodano m'emmène au temple de Adjar-Im, qui contient ce qui pourrait être le plus grand monolithe de l'île. Que veut dire Adjar-Im? Adjar veut dire pierre, et im peut vouloir dire culte ou dressé. Donc pierre de culte ou pierre dressée. Comme celle-ci. Oui. C'est fou, elle est énorme. Ah oui, 3 mètres de haut par 6 mètres de large, et à peu près 1 mètre d'épaisseur. Ça fait environ 20 tonnes. Minimum. Minimum, oui. 20 tonnes. 20 000 kilos. C'est le poids de 16 voitures de taille moyenne. Je suis toujours fasciné par le fait que des monolithes gigantesques aient été érigés par différentes civilisations partout dans le monde. Par exemple, on trouve le site de Stonehenge en Angleterre, Karahounj dans le sud de l'Arménie, et même aussi loin que l'île de Pâques. Donc, on peut se demander comment et pourquoi des sociétés dites primitives ont érigé ces monolithes colossaux sans l'aide de machines sophistiquées. C'est incroyable. Donc c'est l'un des plus gros monolithes. Oui. Quand je vois ça, je me demande comment ils ont pu... Comment ils les ont transportées et comment ils les ont extraites, parce qu'ils ont dû les extraire. Et les mettre en place. Oui. À votre avis, comment ils les ont fait venir ici? On pense qu'elles ont été tirées sur un tapis de pierres roulantes. Tandis que certains archéologues pensent que ces énormes blocs de pierre étaient transportés des carrières jusqu'au temple à l'aide de charrettes qui suivaient le trajet des soi-disant ornières, d'autres pensent qu'ils étaient placés sur des boules de pierre et tirés jusqu'à l'endroit prévu. Mais même s'il est vrai que quelques pierres sphériques ont été trouvées près des temples mégalithiques de Malte, cela n'explique toujours pas pourquoi ces peuples ont choisi d'utiliser des blocs aussi énormes. Quand je vois ça, je me dis que ce bloc est vraiment colossal. Je ne sais pas si les sphères auraient pu supporter 20 tonnes. Parce qu'elles étaient en calcaire, non? La surface irrégulière expliquerait pourquoi il y avait des sphères de différentes tailles. Mais on n'a jamais découvert comment. Mais quand même, les traîner jusqu'ici, les soulever... En voilà un autre. On dirait un obélisque. Il fait entre 4,50 m et 5 mètres de haut. Je suis ébahi par la taille et la complexité de Adjar-Im. Un monolithe de 5 mètres.
comment un peuple soi-disant primitif a pu déplacer quelque chose d'aussi énorme. Aujourd'hui, nous utiliserions des engins lourds ultra sophistiqués. Donc l'idée qu'un autre type de technologie ait été employée devient tout à fait plausible. Et le fait que ces structures soient aujourd'hui considérées comme des temples sous-entend un lieu de culte. Et qui vénérait-il? Les dieux. D'après moi, toute la question est là, car nous devons nous demander qui étaient ces dieux. Je voudrais vous montrer autre chose. D'accord. Je suis impatient de découvrir l'intérieur de Hajar-Im, car j'ai entendu parler de quelque chose au sein de cette structure qui conduit certains partisans de la théorie des anciens astronautes à penser que ce temple remonte bien plus loin que 3600 avant Jésus-Christ. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait corroborer les preuves que j'ai déjà découvertes et qui indiqueraient la présence d'une civilisation sur Malte il y a environ 12 000 ans. Alors, après un long couloir couvert, on arrive dans une cour flanquée de 2 absides de chaque côté. Chaque abside est accessible par un hublot. Il y en a un là, et de l'autre côté, il y en a un autre, avec les habituels trous de cordage. Et c'est à cet endroit que la célèbre Vénus de Malte, à peu près de cette taille, a été découverte. C'est là qu'elle a été découverte? Oui. D'accord. D'après le professeur Bonanno, de nombreux scientifiques pensent que la Vénus de Malte aurait approximativement 5000 ans. Mais je suis assez sceptique, parce que cette statuette en argile ressemble de manière frappante à une statuette que j'ai déjà vue et qui est beaucoup plus ancienne. En 1908, près de 70 ans après que la Vénus de Malte a été découverte, une statuette quasiment identique, surnommée la Vénus de Willendorf, a été trouvée en Autriche. Elle ressemble de façon troublante à la Vénus de Malte, tant par le sujet que par le style exagéré. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que les spécialistes estiment que la Vénus de Willendorf aurait au moins 25 000 ans. Cette découverte est absolument stupéfiante. Car si la Vénus de Malte remonte aussi à 25 000 ans, cela voudrait dire que toute la structure mégalithique de Hajar-Im serait très probablement de la même période. Même si je dois encore trouver des preuves concrètes que les cyclopes ont réellement existé sur Malte, je vois de plus en plus d'indices qui suggèrent que ces incroyables structures sont bien plus anciennes que ce que pensent la plupart des archéologues. Mais qu'est-ce que cela implique? En 1902, un étrange temple souterrain baptisé l'hypogée de Al-Salfieni a été découvert à Malte. Les premières fouilles archéologiques sur le site ont mis au jour plus de 7000 squelettes. Et d'après un article du National Geographic Magazine de mai 1920, la plupart avaient, je cite, un crâne allongé. J'espère que Mario Cascia, l'un des responsables du musée Heritage Malta, pourra m'indiquer où sont les crânes aujourd'hui. Et s'il pourrait y avoir un lien avec ces mystérieuses légendes de cyclopes. En quoi cet endroit est unique au monde? Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sans réponse. Il n'y a aucun écrit dans notre préhistoire et rien qui pourrait nous donner des indications sur ce qui s'est passé ici. Au fil du temps, on a commencé à en savoir plus sur ce site et sur ce qui s'est passé sur tous les sites archéologiques de l'île. Il y a 33 autres sites mégalithiques à Malte, mais c'est le seul qui a été découvert sous terre. D'après la quantité d'ossements retrouvés, Our universe is filled with mystery. What will we discover when we explore new ideas in science?